C'est parti. Alors, à l'époque, j'étais un vrai pêcheur. J'avais un vrai bateau qui était un chalutier de 25 mètres qui s'appelait l'Horizon, avec un moteur de 1000 chevaux à bord et 5 hommes d'équipage. Et le chalut était un filet qu'on traîne sur le fond de la mer et qui ramasse tout, hein, du poisson, des pierres, des bombes, des mines, un peu tout ce qui se trouve au fond de la mer. Et ce jour-là, la météo s'annonçait très mauvaise, ils annonçaient de gros mauvais temps. Forte pluie, orientation Mistral très fort. Donc je dis à mon équipage, on va essayer de faire un coup de chalut au large des Calanques, parce qu'on est un peu à l'abri du vent ici. Enfin, moyen de vent. Et on part du port de Somati, à côté de l'Estac, où mon bateau était amarré. Puis il y avait la criée là-bas. On part de Somati, on fait route, et on va à l'île de Riou, qui se trouve à 2 km derrière ici, derrière son nous. On fait route, et effectivement, c'est pas beau temps. Et on largue le chalut au pied de Riou, et on traîne le filet entre Riou, Cassis, Sonlou. On traîne le filet pendant 2 heures. Au bout de ces 2 heures, on met le chalut à bord, on met de la poche sur le pont, il n'y avait pas grand-chose. Alors je dis à l'équipage, on va essayer de faire un deuxième coup de chalut, un peu plus long, et après, vu le temps, on rentrera parce que ça va plus. On met le chalut à l'eau pareil, Riou, Cassis, Sonlou, et là on traîne pendant 3 heures. Au bout de ces 3 heures, on parcourt en gros 20 km. On met le chalut à bord, il tombe un putain d'orage, mais un orage. Vous ne voyez pas 10 mètres de vent, il tombait des trombes d'eau. Même le radar ne marchait plus, le grand radar était blanc tellement qu'il pleuvait fort. On met le chalut à bord, on vide la poche sur le pont, je vais jeter un coup d'œil, puis je m'en vais vite à la passerelle, je me trempais, je n'avais pas de ciré. Et j'embraye, je fais route pour entrer au port. Et l'équipage se met à trier le poisson. Et voilà que mon second, qui s'appelait, puisqu'il est décédé il y a 6 mois, qui s'appelait Habib Ben Amor, c'était un Tunisien, qui était un garçon adorable. Et c'était mon second. Donc il me rejoint à la passerelle, il me dit Jean-Claude, j'ai trouvé une gourmette. Bon, c'est en or, on a gagné la journée. Il me dit non, il ne me dit pas du tout, il me dit elle est en argent. Il me dit elle était dans une concrétion, un dépôt calcaire. Elle était insérée dans la concrétion et il n'y avait que ce petit maillon qui dépassait de la concrétion. Le bout du maillon. Et en frottant sur le fond de la mer, ce maillon s'est mis à briller parce que ça frottait, ça enlevait la gangue qu'il y avait autour. Et malgré qu'il pleuve, qu'il n'y ait pas de soleil, ça a brillé. Il a mis la concrétion de côté. Quand il a fini son boulot, il a pris un marteau, il a cassé la concrétion. Et là, il a trouvé une gourmette. Il voit qu'elle est en argent. Mais là, c'était tout noir, on ne voyait rien du tout. On voyait qu'il y avait quelque chose écrit, mais on ne savait pas ce que c'était. Il met la gourmette à la poche, il me la porte à la passerelle. Il me tend la gourmette. Je prends la gourmette, avec mon doigt, je mouille mon doigt, puis je frotte. Là, je vois marquer Antoine. Alors, je me tourne vers la Bible, je dis, le con qu'il a perdu s'appelle Antoine. Tous les Antoines, c'est des cons, ils perdent tout, je lui dis. Parce que c'est mon deuxième prénom. C'est pour ça que je me suis permis de lui dire ça. Puis, mais Antoine, comment? Alors, je mouille mon doigt, puis je refrotte. Et là, apparaît de Saint-Exupéry. Que c'est ce bordel? Ah ouais. Alors, je suis d'autant plus étonné qu'un an et demi auparavant, on m'avait loué mon chalutier pour remonter des morceaux d'avion en baie de la Ciotat, à côté de l'île Verte. On m'avait dit, tu nous loues ton bateau, tu remontes ces morceaux d'avion, on pensait que c'était l'avion de Saint-Exupéry. Un an et demi avant. En fait, c'était pas celui de Saint-Exupéry, c'était le même type d'appareil, mais c'était celui de James Reilly, un pilote américain, qui avait été abattu 3 mois avant Saint-Ex. Et moi, un an et demi après, j'ai dit, attends, la Ciotat sur nous, dans ma tête, tout s'embrouillait. On fait route, on rentre au port, faites circuler si vous voulez. On rentre au port, et j'ai dit à mon équipage, je ne parle pas de la découverte de la gourmette tant qu'on n'est pas sûr que c'est vraiment la sienne, que si des fois on s'est trompé, qu'on ne passe pas pour des cons. Et je rentre à la maison, et j'ai dit à ma copine, oh, ce que j'ai trouvé. Et je lui ai mis la gourmette sur la table du salon. Ma copine me dit, oh, comment tu as fait? Alors, je lui explique. Et là, ma copine me dit, qu'est-ce que tu vas me faire de cette gourmette? Et j'ai dit, je vais l'offrir à Martin. Martin, c'est l'aîné de mes petits-enfants. J'ai 6 petits-enfants, Martin, c'est l'aîné. Je vais le donner à Martin. Ma copine elle me dit, tu es fou, quoi? Je réfléchis un petit peu. C'est Exupéry, ça fait 60 ans qu'on le cherche. C'est pas n'importe quoi, elle me dit. Je dis, tu as raison. Je dis, sans même pas si, je vais réfléchir. Là, ça aide. Donc, elle me sort le pastis.
Et je bois mon pastis. Et c'était l'époque où était sorti le film Le Titanic. Et j'avais lu dans la presse que le propriétaire de l'épave du Titanic était devenu très riche suite au tournage du film. Et moi, au bout du deuxième pastis, je commençais à me faire un cinéma. Je disais, on a trouvé la gourmette, on va trouver l'avion, on va faire un film, et je voyais des dollars tomber de partout. Au moins. Ils ne sont pas tombés. Et j'avais les coordonnées d'un monsieur qui est décédé il y a quelques années, qui s'appelait Henri Germain Delos, qui était le PDG de la Comex. La Comex, c'est une boîte qui se trouve juste derrière la colline. Donc j'avais ses coordonnées parce qu'un de ces matelots m'avait dit, si des fois tu trouves des amphores ou des trucs comme ça, appelle mon patron, ça peut l'intéresser. Donc le heure du soir, je téléphone à M. Deloz. Je me présente, Jean-Claude Bianco, il me dit un chantier, que puis-je pour vous? Il me dit. Je dis, ben, je crois que j'ai trouvé la gommette à Saint-Exupéry. Qu'est-ce que vous me racontez? Il me dit. Et là, je lui explique comment ça s'est passé. Il me dit, sur le coup, il me dit, c'est un canular ou quoi? Je dis, non, c'est pas un canular. Je raconte l'histoire. Et là, il me dit, monsieur Bianco, si c'est vraiment la sienne, préparez la cravate, on va être invité à l'Élysée. À l'époque, c'est Chirac qui était à l'Élysée. J'y vais volontiers. Il me dit, on peut se voir demain. Je dis, pas de problème. Le lendemain matin, je me pointe à la Comex et je lui porte la gourmette. Je lui mets la gourmette sur le bureau. Le père de Loz, il avait les yeux comme ça. Il avait la gourmette dans les doigts. Il parlait tout seul. C'est incroyable. Dans l'immensité de la mer, vous avez trouvé ça. C'est grand la mer. Hein. Si vous avez eu un truc comme ça qui rentre dans mon filet, c'est une histoire de fou. Et là, au bout d'un moment, je vous dis, oh, de la gourmette, il parlait tout seul. Il m'a dit, monsieur Bianco, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, écoute, moi, je vous amène là où j'ai chaluté, où j'ai fait mon coup de chalut. Si vous retrouvez l'épave de l'avion, s'il y a des retombées médiatiques ou financières, on fait moitié-moitié. Il me dit, ok. Il téléphone à sa secrétaire, on fait un contrat sur le champ. Et là, M. Deloz me dit, ne parlons pas de la découverte tant qu'on n'a pas trouvé l'avion, mais autrement, on va avoir tous les médias du monde entier sur le dos, on ne pourra pas chercher tranquille. Mais dès qu'on a trouvé l'avion, on déclare au fond. Je dis, ok. Et nous pensions en avoir pour 2 mois, 3 mois ou 4 mois pour trouver l'avion. On a mis 4 ans et demi. Tu rigoles, toi? 4 ans et demi, on a mis. Et tous les soirs, on s'appelle avec Deloz, on se téléphone, il cherche. Avec son sonar, il patrouille au large de Sormude. Enfin, il n'arrête pas. Rien. Et au bout d'un mois et demi après que j'ai trouvé la gourmette, je pars en vacances en Tunisie, chez Habib là-bas. Il m'a prêté sa villa à Monastir. Et donc je vais là-bas pour passer 15 jours de vacances. Avec un couple d'amis et ma copine. Au bout de 3 jours qu'on arrive là-bas, de Monastir, on part à Kérouan, pour avoir la ville de Kérouan. Et j'étais au milieu du désert en voiture, comme ça. Le coup, le téléphone sonne. Au milieu du désert, il a passé le téléphone. J'ai vu ce matin, toi d'ici, il passait pas le téléphone. C'est clair. Là, il a passé au milieu du désert. Je décroche et on me dit, monsieur Bianco, j'ai dit oui, moi-même. Et là, on me dit, le gars me dit, je suis le chef de cabinet du préfet des Bouches-du-Rhône. Il me dit, c'est vous qui avez trouvé la gourmette? Et c'est moi, oui. Il me dit, je rêve demain soir aux affaires maritimes à Marseille. Je dis, monsieur, je suis désolé, je suis en vacances. La gourmette, je l'ai laissée à monsieur Deloz pour qu'il la nettoie, pour pas qu'elle s'abîme, quoi. Quand je rentre de vacances, je vous la porte. Il me dit, je rêve demain soir, je vous envoie les gendarmes. Comment ça? Si vous me parlez si gentiment, je vais essayer de venir. Donc je rentre vite chez Habib, téléphone à droite, à gauche pour trouver 2 billets d'avion pour rentrer. C'est pas évident, croyez-moi. Finalement, bon, je trouve 2 billets d'avion, je pars de là où j'étais, je vais à Tunis, un taxi à 2h du matin, me fait un bordel. Et je rentre à Marseille, alors j'ai fait Tunis, Lyon, qui s'appelle Saint-Exupéry maintenant. Lyon, Marseille. J'arrive une nuée de journalistes, de photographes, etc. Ça fâche de tous les bords. Je remets la gourmette aux affaires maritimes, comme il me l'a demandé, c'est charmant monsieur. Et là, on me fait un reçu comme quoi je suis le découvreur de la gourmette. Bon. Et ça va, puis je rentre à la maison. Quelques temps après, un copain me dit, tu devrais acheter le journal Yann Séville.
T'as entendu parler s'il y a un série. C'est pas un journal, c'est une merde. Ah oui. Ah oui. Je suis comme à mort, je le dirais. Et j'achète le journal en question, s'il y a un série qui se dit être un journal scientifique, hein, comme son nom l'indique. Et là, je vois sur la couverture du journal l'affaire de la fosse Gourmet. Je lis un article à l'intérieur, un article de 4 pages. Et j'apprends que la Gourmette a été remise par le gouvernement français aux héritiers de Saint-Exupéry, qui sont ses neveux et petits-neveux. C'est la famille de Giraud d'Aguet. Ce sont des nobles, paraît-il, des petits nobles. Et qu'on a remis la Gourmette sans qu'on me demande quoi que ce soit. Et ces messieurs-dames mettent en doute l'authenticité de la Gourmette. Et dans l'article de CNCV, on me traite de petit pêcheur de sardines, de petit pêcheur de bouillabaisse, de Marseillais menteur. Ah, je dis, putain, ça fait beaucoup. J'ai dit, ils m'ont baisé les vacances et j'ai rien dit. Ah ouais, ça m'a coûté 2 billets d'avion. J'ai rien dit. Et là, ils me font passer pour un menteur, ça n'a plus. Je téléphone à mon avocat, j'ai dit, maître, vous écrivez aux héritiers de Saint-Exupéry, en leur disant que s'ils pensent que la Gourmette est fausse, qu'ils me la rendent, elle est à moi. Et si elle est vraie, qu'ils le disent. Qu'on arrête la polémique. Parce qu'on me disait, tu es plus pêcheur, tu es bijoutier, tu fabriques des gourmettes. Puis un peu le style de plaisanterie. Ouais, une fois c'est rigolo, deux fois c'est après. Bon. Et donc, mon avocat écrit aux héritiers de Saint-Exupéry qui ne daigne pas me répondre. Alors, au bout d'un moment, j'ai dit à mon avocat, attaquer une diffamation. L'avocat me dit d'accord. Il se passe un certain temps, mon avocat me téléphone, il me dit, je vous rends le dossier. Je dis pourquoi? Vous savez, ce sont des gens vachement costauds. Ils ont leur entrée à Matignon, leur entrée à l'Élysée et tout. Il me dit, je ne me sens pas de taille à vous défendre, je vous rends le dossier. Alors là, je suis emmerdé. Je dis, combien je vous dois me dire rien? Quand l'avocat vous dit rien, c'est pas bon. Hein. C'est vrai. Et tu rigoles, mais j'arrive à la maison, je dis à ma copine, je vais prendre quelqu'un de costaud. Et à l'époque, il y avait Maître Vergès qui défendait les cas les plus à Paris. Je dis, je vais aller voir Maître Vergès. Ma copine me dit, tu es fou, Vergès va te botter la peau des fesses. Je me dis, réfléchis un petit peu. Elle me dit, va voir Maître Collard. C'est Collard. Ah, j'ai mis le téléphone pour mon rendez-vous. Le téléphone, j'ai rendez-vous le lendemain chez Collard, de suite. Il me reçoit dans son bureau. Et là, d'entrée, je dis, maître, je sais que vous êtes un grand avocat, donc vous devez être très cher. Moi, je suis pêcheur, je suis fauché. Si vous faites gagner du pognon dans l'histoire, vous êtes à la commission, autrement, il n'y a rien. Il n'y a pas de provision, il n'y a rien. Oh, mais c'est pas une question d'argent entre nous. Ah ouais, bah ouais. Et le lendemain, dans tous les journaux de France et de Navarre, Maître Collard défend le pêcheur, enfin, le bordel habituel. Là, ouais. Et puis on cherche toujours, à la commerce, on cherche. Les mois passent, on ne trouve rien du tout. On ne trouve pas de bio. Et cette histoire fait le tour du monde. Parce que c'est un texte connu dans le monde entier. Enfin, du moins le Petit Prince. C'est le livre le plus vendu au monde après la Bible. Donc cette histoire fait le tour du monde. Et là, on m'envoie des journaux, pas via Internet, où je passe pour un menteur aux yeux du monde entier. Chez La Pravda, Moscou, le Senkei à Tokyo, le New York Times à New York, enfin, je vous dis pas, de partout je passe pour un menteur. Et là je suis en folie complètement. Je dis comment. Pour moi au départ c'était une aventure magnifique, c'était un truc incroyable. Et voir tourner comme ça, j'en pouvais plus. Et alors avec Deleuze on s'appelle tous les jours et on ne trouve rien. Et là je suis tellement en folie que je me mets à fumer. Je passe d'un paquet de gitanes à 3 paquets de gitanes par jour. 2 à 3, sans filtre. Les pastilles, je ne les bois plus, je les croque. Et vous rigolez. Résultat des courses, je rentre à la clinique Bouchard pour me faire opérer de polypes sur l'intestin. D'ailleurs, j'ai encore investi, je vois, c'est une ventration, ça. On m'opère à Bouchard. Et là, au sortir de l'opération, je tombe dans le coma. Et je me fais 3 semaines de coma. 3 semaines. Et 2 mois et demi de clinique à Bouchard. Escar, trachéo, enfin la totale. Je sors de là, je suis une épave. Je tiens debout, je ne suis pas commun.
Et les mois ont passé, la Comex cherche toujours, on ne trouve rien. Et voilà qu'il y a un plongeur qui s'appelle Luc Vanrel, qui était un gars de la Pointe-Rouge, qui est un plongeur de métier. Hein. Son père était corailleur, et le père a dit à Luc, tu devrais plonger au pied de Riou, où je vais larguer mon chalut. Il y a 85 mètres de fond. Va voir, je connais des morceaux d'avion, va voir si toutefois ce ne serait pas ça. Donc Luc plonge à 85 mètres. Et effectivement, il trouve un train d'atterrissage et divers morceaux éparpillés sur le fond de la mer. Il prend des photos de tous ces morceaux d'avion. Il les envoie par Internet, c'est le début d'Internet. Il envoie ça aux États-Unis, chez un pilote qui pilotait les mêmes avions. Et le vieux pilote à Dallas dit à Luc, oui, ça correspond tout à fait à l'avion de Syntex. Et là, Luc a dit, putain, on a trouvé l'avion de Syntex. Il fait sa déclaration aux affaires maritimes, comme quoi il pense avoir découvert l'avion de Syntex. Il vient nous voir, M. Deloz et moi, nous dit, les gars, je crois que j'ai trouvé l'avion. Et là, on se met tous ensemble, donc Luc, Deloz, moi, Castellano, l'historien de l'aviation, on se met tous ensemble et demande l'autorisation au gouvernement français de remonter les morceaux d'avion pour les expertiser. Parce que les héritiers ne voulaient pas qu'on remonte, qu'on touche quoi que ce soit. Ils ne voulaient pas. Au bout de X mois de l'autorisation, on remonte les morceaux, on les décape, on les met dans un bain d'acide. Et là, sur un morceau de ferraille, on trouve le numéro de châssis de l'avion de Saint-Exupéry. 4 ans et demi se sont écoulés depuis la Gourmette. Et le lendemain, dans le journal La Province, Jean-Claude Bianco, le pêcheur de miracles. Ah oui, d'accord. La veille, j'étais un escroc. Le lendemain, je suis devenu un pêcheur de miracles. Et je vous dis, il m'est arrivé de pleurer comme tout le monde dans ma vie. Hein. Mais ce jour-là, quand on m'a annoncé qu'on avait trouvé les numéros, j'ai pleuré, mais à chaudes larmes. Et donc, pour moi, mon honneur était sauf, c'est ça qui m'importait, c'était surtout mon honneur. Ensuite, bon, ben, Luc, le plongeur et compagnie, ils ont remonté jusqu'au pilote qui l'a abattu. Il s'appelait Horst Riepert, c'est un Allemand. Il a abattu le 31 juillet 1944. Parce que ce monsieur, Horst Riepert, il avait abattu un avion, mais il ne savait pas lequel c'était. Mais il avait un peu des doutes, mais enfin, il n'osait pas le dire parce qu'on n'était pas sûr. Mais quand on a retrouvé l'avion, là, il a dit, mais putain, c'est moi qui l'ai abattu. Et là, il a dit. Voilà. Donc, d'un coup de chalut, on a su où Saint-Exupéry est mort, comment il est mort et qui l'a tué. Saint-Exupéry était parti de Borgo en Corse, de Bastia, pour faire une mission de reconnaissance au-dessus de Grenoble et par là-bas. Parce qu'il préparait le débarquement en province qui avait lieu 15 jours après. Ce jour-là, le jour où il a été abattu, c'était le 31 juillet 1944. Et 15 jours après, le 15 août, il y avait le débarquement en province. Donc, Syntex faisait des photos des forces allemandes pour préparer ce débarquement. Et c'est au retour de cette émission qu'il a été abattu. Et c'était son dernier... Ce dernier vol. Et la fin du mystère. Presque 60 ans, on n'a jamais su où il était. Ouais, il était... Alors, il y a une question que vous devriez me poser. Pourquoi la famille ne voulait pas qu'on retrouve l'avion? Ça, on avait compris. Hein. Tu as compris. Parce qu'à cette époque-là, la famille touchait 1,8 milliard par an, 1 milliard de centimes de francs, hein, 1,8 milliard par an de droits d'auteur que sur le Petit Prince, sans compter les produits dérivés. Et comme il était porté disparu, quand vous êtes porté disparu, votre mort officielle commence 10 ans après votre disparition. C'est pour ça qu'il me faisait passer pour un menteur, il voulait étouffer l'affaire pour qu'il reste porté disparu. Pour qu'il continue à toucher 10 ans de plus et 3 docteurs. Mais ils ont un cul comme ça, parce qu'après, on a retrouvé le pilote qui l'a battu. Et Saint-Exupéry est devenu mort pour la France. Et là, il ne touche pas dans 30 ans. Voilà, comme quoi. Vous, dans l'histoire, vous n'avez pas eu d'argent? Moi, j'ai eu la Légion d'honneur. Ah, c'est bien. Ouais, ouais, mais ça ne nourrit pas. Ah, c'est ce que j'allais dire. Il n'y a pas le choc qui va avec. Non, il n'y a rien du tout. Là. Ça me coûte 150 € par an. Puis j'ai fait un don pour les... Pour les pupilles. Ouais, pour les pupilles, ouais. Ah, ça me coûte Et une poignée. vous avez fait ce livre, c'est ça? Et où je racontais l'histoire, j'ai tellement entendu de conneries là-dessus. D'accord. On a écrit C'est vous qui l'avez. Non, je l'ai fait écrire. Oui, oui, J'ai oui, raconté oui. l'histoire, je suis pêcheur, mais je ne suis pas écrivain. C'est l'histoire que vous racontez là-dedans. Oui, oui, quand même. Oh, j'ai les cartes, c'est là qui le veulent, je vous le dédicace. Ah, il t'a 20 €, le prix toi. J'ai lu ce temps. Oui, moi je l'ai vu. Ouais, c'est incroyable.
comme quoi dans la vie, tant qu'on est vivant, tout peut arriver. Il faut qu'on est mort, mais tant qu'on est vivant, oui. Quelle aventure, attends, quelle aventure jamais t'aurais imaginé devoir vivre Alors, ça. je vais te dire, peut-être, on va dire 2 ans avant, une copine me dit, tu devrais te faire ton thème astral. Thème astral, j'ai rigolé. Et la nana qui m'a fait mon thème, elle m'a dit, vous allez faire la une des journaux. Elle me dit, comment ça? Elle habitait le roi d'Espagne. Je dis, quoi la une des journaux? Je dis, mais je ne vais pas attaquer une banque. Ouais. Et effectivement, j'ai fait la une des journaux. C'est fou, ça, quand même.